Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver dans votre émission comme chaque lundi et mercredi. Aujourd'hui nous sommes mercredi 16 avril, nous sommes ensemble pendant 1 heure pour parler d'une thématique qui parle, vous allez voir, ça parlera à beaucoup de parents. Alors, qui n'a jamais été interpellé, parfois même désemparé par les pleurs d'un bébé? Ces sons, bien que souvent perçus comme un signal de détresse, sont en réalité le principal mode de communication de nos tout-petits. Savez-vous que le décryptage des pleurs de bébé est un art? Eh bien oui. Apprendre ce langage si particulier et comment y répondre au mieux. Pour mieux en parler et surtout pour mieux éclairer notre lanterne, nous aurons ce matin donc notre invitée Sarah Djerafi. Elle est pédiatre. Elle sera là dans la deuxième partie de notre émission pour nous parler et décrypter tous ces des fois, comme je vous l'ai déjà dit, nous mettre dans tous nos états et surtout on reste un petit peu désemparés. Dans la deuxième partie de notre émission et bien entendu vous pourrez nous joindre par téléphone au 021 23 98 91 comme d'habitude. Et dans la première partie de notre émission, elle est encore là, elle est toujours là, toujours fidèle au rendez-vous, c'est Wided Agabi. Bonjour Wided. Bonjour Mariam. Comment vas-tu? Ça va, merci. Froidement? Oui, retour du froid. Oui, hein, je pense qu'on est tous retournés à nos vestes, à nos parapluies, puisque ça fait quand même 2 jours que le mois d'avril nous fait des surprises. Exactement. De belles surprises. Moi, je suis agréablement, on va dire, ça, c'est un temps que j'aime. Hein. Oui. Voilà. Peut-être que dans une vie antérieure, je devais être un escargot. Parce que dès voilà, comme quoi, hein, finalement, le dicton qui dit au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, hein, finalement, Exactement. ça marche encore. D'ailleurs, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup qui ont des rhumes et qui tombent malades justement à cause de ce changement climatique comme ça. On passe de la chaleur vers le froid directement. Absolument. Voilà, donc il faut faire attention. Et c'est vrai qu'on a tous couru à nos t-shirts, le Bermuda, on est passé directement, on a cru qu'on allait basculer plutôt en saison d'été, mais voilà, finalement, hein, voilà, il faut rester toujours vigilant le temps fait ce qu'il veut, la nature fait ce qu'elle veut et nous, on est là. Exactement, voilà. Faire très attention, même aux enfants aussi. Exactement. Donc une bonne chose, franchement une bénédiction, alhamdoulilah. Donc toutes ces pluies vont quand même aider à tout ce qui concerne l'agriculture, aussi nourrir les nappes phréatiques. On a besoin donc d'eau et voilà. Et en plus même cette saison, il faut savoir que c'est le début de beaucoup de fruits, hein, des fruits qui vont être, on va dire mûrs, qui vont arriver à maturité en été. Mais il faut cette période de pluie, encore un petit peu de froid, de façon à ce que ces fruits se développent. Voilà. Exactement. Donc ça fait plaisir à tout le monde. Oui, voilà. tout à fait. Alors donc Wided, c'est une saison comme on a dit. Un peu attention parce qu'on risque de prendre des petits coups de froid, des rhumes, en même temps aussi des allergies. Il faut savoir aussi que c'est une période d'allergie. Oui. Bon, en ce qui concerne les eucalyptus que j'ai en face de chez moi sont en fleurs. Donc voilà, ça fait que ça crée des désagréments. Beaucoup pendant cette période des allergies justement, des asthmatiques qui décompensent, des personnes qui souffrent justement, qui dorment mal la nuit à cause des allergies. Donc oui, c'est une période critique un petit peu. Donc il faut faire attention, surtout par rapport aux asthmatiques, pour éviter des crises d'asthme graves. Voilà, surtout les enfants, hein, ils sont les plus touchés et ceux qui font justement des formes assez importantes. Voilà, très bien. Ouais. Donc on va rester toujours dans un petit peu la prévention. Cette fois-ci, dans la vie de l'expert, tu vas nous parler des vaccins juste après le jingle. Donc, Wided, les vaccins. Oui. C'est on va dire, un rappel important. C'est très important. Le carnet de vaccination aussi, qui est devenu, on va dire, pratiquement comme une pièce d'identité. On a besoin donc d'avoir le carnet de vaccination, même à l'âge adulte. Exactement. Alors, la vaccination, c'est l'un des piliers fondamentaux de la santé publique. Donc, il est très important et il joue un rôle justement crucial dans la prévention par rapport aux enfants et aussi par rapport à toute la collectivité. Donc, c'est un calendrier qui a été établi, justement obligatoire et gratuit, accessible à tout le monde. Et voilà, il va permettre justement de nous éviter certaines maladies qui sont quand même assez graves. Voilà. Donc, ça a été, on va dire, il a été mis à jour plusieurs fois. Oui. Et voilà, à chaque fois, on essaye de faire quelques changements par rapport à ce
ce qui se passe justement dans notre vie quotidienne. Et puis, ce calendrier vaccinal, il a plusieurs objectifs, notamment, déjà, il faut qu'on atteigne au moins 95% de couverture vaccinale. Donc, il faudrait que tout ce pourcentage soit vacciné justement pour avoir les bienfaits de ce calendrier vaccinal ou de cette campagne de vaccination. Voilà. Donc, les vaccins qu'on a en Algérie, chez les enfants, ça commence déjà dès la naissance. Dès la naissance, oui, déjà. Très important. Donc, on a le BCG, donc c'est le vaccin de la tuberculose. Vous savez très bien que la tuberculose, c'est une infection qui est due à une bactérie, donc, et on est un pays d'endémie. Donc, et ce vaccin, il va nous permettre d'éviter les formes graves de la tuberculose. Et il faut savoir que c'est une maladie qui est encore, on va dire, présente dans notre pays. Donc, d'où l'importance de se vacciner. Il ne faut pas se dire que c'est une ancienne maladie ou c'est quelque chose que, étant donné peut-être qu'on n'en a pas beaucoup dans notre entourage, mais réellement, la tuberculose encore tue beaucoup de personnes dans le monde. C'est surtout, actuellement, c'est une infection qui est devenue atypique. On a beaucoup de tableaux atypiques. Donc, c'est on va dire, c'est le germe, il circule, il vit avec nous. Donc, parfois, on l'a en nous-mêmes et il attend le moment où on a une immunodépression, c'est-à-dire que l'immunité va baisser et c'est là où il va s'exprimer. Justement, le BCG, il va nous éviter les formes graves de la tuberculose. Et il faut savoir que la tuberculose n'est pas rien qu'aussi une maladie en fait, on va dire pulmonaire, c'est ça? Exactement. Il y a elle peut attaquer d'autres organes, tout à fait. À part, on va dire les poumons. Voilà, exactement. Donc, on a la forme pulmonaire et on a la forme extra-pulmonaire. Donc, ça peut toucher le cœur, ça peut toucher le cerveau, ça peut toucher les articulations, ça peut toucher le foie, ça peut toucher les plusieurs reins aussi. organes. Oui, il y a plusieurs formes de tuberculose et de plus en plus, on est en train de voir les formes extra-pulmonaires plus que les formes pulmonaires. Voilà. Pulmonaire, ça a eu tendance un petit peu à disparaître, à s'estomper, mais là, les formes extra-pulmonaires sont un peu plus... Exactement. La forme pulmonaire, c'est la forme contagieuse. Et extrapulmonaire, c'est pas contagieux, c'est moins contagieux. Donc, il y a des formes qui sont graves, justement, notamment la forme neurologique. Donc, ça, c'est le BCG. Ceux qui sont vaccinés, vaccination à la naissance, donc ils seront protégés contre cette forme. Ça protège pas... en fait, la personne, ça nous prévient pas d'attraper la maladie, mais beaucoup plus de ne pas avoir des formes graves. Très bien. Voilà. D'accord. Et puis, à la naissance, on a un autre vaccin qui est le vaccin de l'hépatite B. Pourquoi on a ce vaccin à ce moment-là précisément? Parce que l'hépatite B, si la maman elle est atteinte de ce virus, elle va le transmettre au bébé au moment de l'accouchement. Donc c'est une transmission verticale. Donc au moment de l'accouchement, il sera contaminé. C'est pour ça qu'on vaccine rapidement le bébé au moment de la naissance. L'hépatite B, c'est ce qu'on appelle en arabe bushfire. Exactement, voilà, oui. Ça va. Voilà. Donc, ce qu'on appelle communément bushfire. Voilà. Donc, l'hépatite B, c'est un virus donc, qui va toucher le foie et qui peut même par la suite évoluer vers ce qu'on appelle la cirrhose. Donc, c'est en fait le foie qui sera complètement détruit et par la suite, même à long terme, ça peut évoluer vers un cancer hépatocellulaire, c'est-à-dire un cancer du foie. Il y a beaucoup de bébés qui naissent avec l'hépatite, mais on va dire que c'est moins dangereux quand ils sont bébés ou c'est pareil pour un adulte? Vous voulez dire qu'ils naissent avec un ictère? L'ictère ou l'hépatite carrément. Alors, ça serait bien que tu nous expliques. Alors, la différence entre l'ictère et l'hépatite. Alors, l'ictère, en fait, c'est ça, bushfire. Voilà. Ictère, c'est bushfire. Très bien, d'accord. Et puis, les hépatites peuvent se manifester cliniquement par l'ictère. Voilà. Donc, parmi les symptômes de l'hépatite, c'est l'ictère. Et donc, les bébés, ils peuvent avoir plusieurs formes d'ictère et plusieurs causes par rapport à cet ictère. Donc, plusieurs causes, notamment les causes congénitales, l'ictère physiologique. Donc, c'est en fonction du moment où le bébé il va avoir cet ictère ou ce bushfire. Et aussi l'évolution de cet ictère et la durée
Voilà, donc c'est comme ça qu'on va faire le diagnostic. D'ailleurs, dès que les mamans elles vont apercevoir cette coloration jaunâtre de la peau de bébé ou au niveau surtout des yeux, oui. Généralement elles consultent rapidement et c'est très bien. Comme ça, le médecin il pourra trancher est-ce qu'il faut surveiller, ça va disparaître progressivement, spontanément, ou il faut quand même faire des bilans et des examens pour comprendre pourquoi ce bébé il a cet ictère. Voilà. Mais sinon, par rapport à l'hépatite B, oui, il existe un risque au moment de l'accouchement, transmission de la maman. Si elle est porteuse de l'hépatite B, elle peut transmettre ce virus à son bébé. Voilà, au moment de l'accouchement. C'est au moment de l'accouchement qu'il sera transmis. Exactement, voilà. Donc c'est une transmission verticale, d'où l'intérêt de la vaccination justement au moment de la naissance avec le BCG. Donc il a été introduit à la naissance pour cet intérêt. Voilà. Et puis on a d'autres vaccins. On a le vaccin qui sera introduit à 2 mois, 4 mois et à 12 mois. Donc ce sont 2 injections de vaccin, donc une injection à 4 mois et un rappel à 12 mois. Et ce vaccin, il est hexavalent. Qu'est-ce que ça veut dire hexavalent? Voilà, c'est qu'il y a une injection qui va contenir 6 vaccins en même temps. Très bien, d'accord. Voilà, donc ça évite les va-et-vient et les allers-retours vers les centres de vaccination. Plusieurs injections, donc comme ça, bébé, il sera, on va dire, une large couverture, on va dire. Tout à fait, et on va lui faire moins mal. Voilà, pas plusieurs fois, c'est vrai. Exactement. Donc, ce sont 6 vaccins. On a la diphtérie, la coqueluche, tétanos, l'hémophilus influenzae de type B. On a aussi donc la poliomyélite, le vaccin de poliomyélite, pardon, et on a aussi le vaccin de l'hépatite B. Voilà. Donc, ce sont 6 vaccins qui seront introduits pendant ces dates-là, donc 2 mois, 4 mois et 12 mois. Voilà, donc c'est un mélange de vaccins. Il y a des vaccins qui sont destinés contre des bactéries et d'autres contre des virus. Donc, vous savez que la poliomyélite, c'est d'ailleurs parmi les objectifs de la vaccination, c'est d'éradiquer la poliomyélite. Oui. Et c'est un virus qui cause une atteinte neurologique qui peut aller vers une paralysie irréversible. Oui. Alhamdoulilah, on en voit de moins en moins, oui. Surtout que la vaccination, Widen, c'est comme on a dit, c'est vraiment bien pris en charge. On va dire qu'ils ne connaissent pas un petit peu, c'est peut-être leur premier bébé, elles ne connaissent pas bien tout ce au niveau de l'hôpital. Il y a ce suivi, il y a le carnet, il y a aussi ces rendez-vous, ces rappels que nous donnent les professionnels de la santé. Exactement. De façon à ce que pour le suivi des vaccins. Tout à fait. Alors le carnet vaccinal, le carnet dedans tout le suivi pour la maman déjà pendant la grossesse, et puis on a après l'accouchement, donc il y a tout le suivi à la naissance, les consultations chez le pédiatre, le calendrier vaccinal, est-ce qu'il a été respecté ou pas. Donc ces informations, elles sont très importantes, et justement ce carnet de santé, il doit être préservé, il est très précieux pendant toute la vie. C'est comme voilà. une pièce d'identité. Exactement, comme la pièce d'identité. On va le mettre au même endroit où on met tous nos papiers précieux. Exactement, voilà. Donc, il contient des informations précieuses. Il va nous suivre tout au long de notre vie, parce que déjà, on a la vaccination plusieurs fois pendant notre vie, donc durant notre vie, et ça ne s'arrête pas uniquement pendant l'enfance. Il y a des rappels à faire chez les adultes, et ça nous permet de voir si on est à jour ou pas. Voilà. Ah oui, effectivement, parce qu'on risque d'oublier, des fois, surtout quand c'est une dizaine d'années plus tard, on ne sait plus si on l'a fait, on ne l'a pas fait. Hein. Exactement. Il ne faut pas se mentir. Donc, c'est un bon rappel, une bonne piste, ce carnet de santé. Tout à fait. Donc, on revient à la vaccination, justement, au calendrier. On a un autre vaccin qui est le vaccin anti-pneumocoque. Donc, ce vaccin, il va nous protéger contre les infections graves le streptococcus pneumonie. Donc, ce sont les infections pulmonaires surtout graves. Donc, ça peut donner des infections qui peuvent, on va dire, amener l'enfant à être hospitalisé carrément en réanimation. Donc, ça nous évite tous ces problèmes et ces complications. Et puis, on a les autres vaccins
qu'on va introduire ce qu'on appelle le vaccin ROR. Alors, ROR, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la rougeole, orion et rubéole. Rubéole, voilà. D'accord. Donc, ce vaccin, c'est donc à l'âge de 11 mois et 18 mois. Voilà, donc ce sont des virus, vous savez, la rougeole, c'est un virus qui va donner une atteinte cutanée, mais ce virus, il peut donner des atteintes graves, donc la vaccination va nous éviter cette atteinte grave. Les orions aussi, infection qui peut toucher, donc on l'a dit, vous savez, la forme là qu'on a au niveau de... La sphère ORL. Exactement. Et puis, il y a une forme grave de cette infection virale, c'est l'orchite chez les hommes, donc chez les garçons, voilà, qui peut causer une stérilité chez les hommes donc, par la suite. Surtout quand le garçon l'attrape, on va dire, à un âge avancé. Oui, exactement. Donc, cette vaccination va nous permettre d'éviter cette forme grave. Et on a aussi la rubéole. Donc, la rubéole, pourquoi ce vaccin? Donc, il a un intérêt, c'est que plus tard, les mamans, vous savez, ceux qui font une rubéole au moment de la grossesse, il peut y avoir des malformations congénitales chez le bébé. Donc, voilà, c'est des vaccins. De toute façon, ce sont des tests qu'on nous donne à faire, que on va dire le gynécologue qui suit les femmes enceintes le donne systématiquement. Exactement, oui. La toxoplasmose et la rubéole. Et la rubéole. Voilà. Donc, et d'ailleurs, si la maman elle n'est pas immunisée contre ces deux infections, il y a des précautions à prendre et elle ne doit pas être en contact. Si jamais quelqu'un qui a la rubéole, par exemple, elle ne doit pas être en contact avec ces personnes-là. Voilà. D'accord. Ça va, je me souviens bien de tout, même si c'est un peu loin, mais ça va, les notions sont encore là. Bien. Voilà, donc, et puis par rapport aux autres vaccins, donc on a un autre vaccin qu'on va donner, en fait c'est des rappels. C'est le vaccin de la diphtérie, tétanos, coqueluche à l'âge de 6 ans. Oui. On a un autre rappel, donc diphtérie, tétanos à l'âge de 11-13 ans, 16-18 ans, et puis à partir de l'âge de 18 ans, ça sera un rappel de diphtérie, tétanos chaque 10 ans. Chaque 10 ans, voilà. D'accord. C'est pas tout le monde qui le fait. Non, c'est vrai, voilà. C'est vrai ça. Exactement. Mais c'est en train de se faire de plus en plus dans les établissements scolaires. Ils demandent très souvent aux élèves de ramener leur carnet de santé pour voir ceux qui ont fait ce vaccin et ceux qui ne l'ont pas fait. Ils leur administrent même au niveau de l'établissement scolaire. Tout à fait. Alors, même au niveau de certaines sociétés, ils sont en train de le demander aux travailleurs. Voilà. Donc, est-ce qu'ils sont à jour par rapport aux vaccinations et tout? Donc, c'est très, très bien dans la médecine du travail. Donc, consultation médecine du travail, maintenant, ils demandent le carnet vaccinal. Ils demandent est-ce qu'il y a eu une mise à jour par rapport aux vaccinations et est-ce que la personne elle a tous les rappels nécessaires. Voilà. Et puis, par rapport aux parents, leur rôle, c'est de justement être à jour par rapport à cette vaccination. Donc, ils doivent suivre le calendrier vaccinal, être à jour par rapport au rendez-vous pour les vaccins. Si jamais bébé il a une fièvre ou il est malade, donc il faut se présenter et justement informer qu'il est symptomatique pour donner un autre rendez-vous par rapport parce qu'on ne peut pas vacciner un bébé qui est déjà malade parce qu'il est immunodéprimé. D'accord. Voilà. Et si on a un retard, parce que ça peut arriver. Oui, c'est vrai que ça arrive. Voilà, si on a oublié le rendez-vous, donc il y a un moyen de rattraper. Donc il faut rapidement s'orienter vers le pédiatre ou le centre de vaccination et eux, ils vont justement, il y a un schéma bien précis pour rattraper les vaccins. Voilà, retard de vaccin. Alors par rapport justement le rôle de ce calendrier vaccinal, c'est justement d'éviter les infections graves infantiles, la mortalité aussi chez les enfants et donc nous éviter, on va dire, en tant que collectivité, certaines maladies qui sont transmissibles, surtout, contagieuses. Voilà. Et si l'enfant, il est par exemple malade, en tant que parent, on doit être sûr il ne faut pas l'automédication, il faut l'éviter. Surtout pas l'automédication, absolument. Voilà, donc l'automédication en tant que parent pour son enfant déjà. Donc il ne faut pas donner des traitements et sans avoir l'avis médical. Voilà. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Parfois, on peut donner par exemple du paracétamol
soit on ne connaît pas la dose parce que c'est en fonction du poids. Du poids, absolument, c'est vrai. Voilà. Et parfois même, on peut masquer d'autres symptômes. Parfois, on donne du paracétamol, la fièvre, elle va baisser. Tomber, absolument. Voilà. Et, mais on ne saura même pas le diagnostic du bébé et l'état du bébé il peut s'aggraver. Voilà. Voilà. Donc, il faut toujours ne pas oublier qu'une fièvre est un signal d'alarme. Donc, l'écouter, on va dire, laisser venir les choses. Hein. En fait, la fièvre, c'est l'un des, on va dire, comme tu l'as dit, systèmes d'alarme, mais surtout de réponse du système immunitaire. Immunitaire, absolument. Voilà. C'est-à-dire que tout a commencé à se mettre en marche dans le corps. Exactement. Voilà, donc cette fièvre, les parents doivent bien être vigilants, ils doivent prendre la température rectale chez bébé et s'orienter vers le médecin ou prendre l'avis d'un médecin par le téléphone. Exactement. Très bien. Comme ça nous évite on va dire les complications de l'automédication à domicile. Très bien. Merci beaucoup Wided pour tous ces éclaircissements. Prochaine, Inch'Allah. On va passer à la deuxième partie de notre émission, donc comment décrypter les pleurs de bébé. C'est juste après ces images, on reviendra juste après.
De retour sur notre plateau, vous êtes bien dans votre émission Ma famille, ma vie. Et là, c'est la deuxième partie de notre émission. Comme je vous l'ai dit, nous allons tout de suite parler de qu'est-ce qui fait pleurer bébé. Il y a beaucoup de causes. Nous allons le voir et j'ai le plaisir de recevoir Sarah Djirafi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre. Oui. Merci beaucoup d'être là. C'est moi qui vous remercie. Beaucoup. Pourquoi? Parce que, chers téléspectateurs, elle a fait le voyage de Constantine hier jusqu'à Alger. C'est un plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'être venue, d'avoir répondu présente pour venir participer à notre émission, pour surtout venir éclairer un petit peu les parents. Il faut savoir que, on le dit souvent dans notre émission, il n'y a pas de mode d'emploi. Quand on devient parent. Il n'y a pas de dictionnaire magique. Absolument, il n'y a pas de dictionnaire magique. Sinon, on serait fait une fortune. Nous, les pédiatres, on serait fait une fortune avec. Voilà. Donc, le pleur de bébé, c'est, comme je l'ai dit, les premiers, on va dire, la première communication qu'il y a entre le bébé et le reste des, on va dire, des membres de la famille, du monde. Alors d'un point de vue médical, quelle est la fonction principale des pleurs de bébé? Alors, il faut savoir que l'enfant, surtout jusqu'à l'âge de 5-6 mois, où là, le bablisme, comme on dit, le baba-maman, entre dans l'histoire, la seule façon pour lui de s'exprimer, c'est de pleurer. Il a faim, il pleure, il est grincheux, il pleure, il a envie de dormir, il pleure. C'est pour dire, maman, je suis là. D'accord? Donc, pour nous, les pédiatres, quand est-ce qu'on doit s'alarmer? Et là, vous allez trouver ça bizarre, c'est lorsqu'il ne pleure pas. Et on reviendra à ça par la suite. D'accord. D'accord? Lorsqu'il ne pleure pas, le pédiatre panique. Parce que là, ça veut dire qu'il y a un problème, soit neurologique, soit endocrinien, qui fait de telle sorte que l'enfant ne pleure pas. Un enfant trop calme, faites attention. Moi, je leur dis toujours, si le bébé pleure, c'est que tout va bien. Même s'il a mal, c'est que tout va bien. Et c'est vrai qu'on ne voit pas les choses comme ça quand on est... Voilà. Quand on est parent, quand on est maman, on est alerté, on est fatigué, on a le baby blues, on a envie juste de dormir, on est tellement fatigué qu'on a tendance à exagérer tout ce qui se passe autour du bébé. On a envie, on culpabilise aussi. Il faut savoir que voilà, avec la maman, elle culpabilise, elle dit qu'est-ce que surtout la nourrice, ça. Et je l'ai même vu avec des mamans plus expérimentées, et elle vient nous dire voilà, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je ne fais pas bien pour que mon enfant n'arrête pas de pleurer? Et là, c'est à nous de chercher la cause. Si c'est du fonctionnel, ok. Si c'est de l'organique, il faut intervenir. Très bien. Donc moi, ce que je vous propose, docteur Djirafi, c'est de voir, de regarder ensemble un reportage donc de Nawel Benjilali. On regarde le reportage et on revient juste après. Prendre soin d'un bébé est une merveilleuse expérience, un agréable voyage d'amour et d'apprentissage. Reste que leurs pleurs soient parfois intimidants et stressants pour les parents. Les pleurs d'un bébé sont un moyen de communication, surtout durant les premiers mois de sa vie. Comprendre et décrypter les causes de ces pleurs permet de mieux y répondre. Les signes révélateurs qui expliquent pourquoi un bébé pleure sont multiples et fréquents. La faim, les coliques, l'inconfort, des douleurs qui se manifestent par la fièvre, le refus de manger, poussée dentaire, etc. Un bébé pleure lorsqu'il a du mal à dormir. Il pleure aussi quand il a besoin de contact et de réconfort de ses parents. Donc, besoin de se sentir en sécurité. Trop de bruit, trop de lumière et d'agitation peut toujours déranger un bébé. Dans la majorité des cas, les pleurs sont normaux et ne doivent pas déranger. Cependant, il existe des situations où les pleurs sont inconsolables. Là, les parents doivent s'alarmer et le problème est plus sérieux. Ces pleurs deviennent stridents, durent longtemps et un avis médical est très impératif, surtout chez les plus petits. Mieux vaut prévenir que guérir. Oui, mais chaque parent développe peu à peu une intuition face aux pleurs de son bébé. Et avec du temps, l'observation et surtout beaucoup d'amour, les cris laissent place au sourire et les larmes à des moments de complicité. Voilà, très touchant, tous ces petits bébés. Donc c'était un sujet de Nawel Benjilali. Docteur Djirafi, on entend donc
souvent parlé qu'il y a plusieurs types de pleurs de bébé. Oui, tout à fait. Alors tout commence avec une certaine ténor australienne, c'est Mademoiselle Dunstan, voilà. Donc qui avait l'oreille absolue. Absolue, très fine, et elle se retrouve coincée avec son bébé. Et au fur et à mesure, elle réalise que pour chaque cas, il y a un son spécifique. Par chance, son père est chercheur au niveau de l'université de Sydney, donc ils entament une étude sur des milliers de bébés australiens. Bon, quand on dit australiens, toute ethnie confondue au niveau de qui habitent à... Et elle a réalisé qu'il y avait 5 sons qui revenaient pour décrire 5 situations particulières. Donc le premier sens, c'est... Donc ça a été prouvé que dans le monde entier, chaque cri de bébé est le même et veut dire la même chose. La même chose. Elle a testé ça sur toutes les ethnies, y compris l'ethnie africaine et maghrébine aussi. Et elle a réalisé que voilà, il y avait 5 sons. Et elle a commencé à faire ce qu'on appelle les ateliers, ce qu'on appelle le Dunstan Baby Language. D'assister à un de ces ateliers pour voir de quoi ça parle et si réellement c'est un dictionnaire magique qu'on pouvait appliquer et faire apprendre aux mamans pour qu'elles diminuent au moins le stress postnatal immédiat, pour qu'elles apprennent un petit peu à gérer de telle sorte que l'enfant soit bien, pour qu'elle aussi, le couple mère-enfant, soit bien. C'est quand même magnifique dans réussi comme ça à décrypter Tout commence par une mère. Tout commence par une mère. Même en dehors de ce sujet, j'ai vu des mères qui ont fait un excellent travail sur les autistes, parce que tout simplement, elles avaient un enfant autiste. J'ai vu des mères qui ont fait un excellent travail sur les trisomiques, parce qu'ils ont un... Tout commence par la volonté d'une mère qui veut se battre pour être une bonne mère. Les 5 sons sont définis comme suit. Il y a le premier son, le plus courant, c'est le « na ». Donc l'enfant ramène la langue au niveau du palais, c'est le réflexe de succion. Le « na », on entend le son « n », le « na », ça veut dire « j'ai faim ». Le deuxième son, c'est le « w », donc avec une bouche en ballon de rugby, avec le réflexe de bâillement, j'ai envie de dormir. Ça, c'est pour dodo. Voilà, c'est pour dodo. Il y a le 1, il y a le et, ça c'est je suis fatiguée, j'ai envie de faire un ro. Et le plus strident de tous, celui qui inquiète tout le monde, vrai. le son guttural, c'est le waouh là, ça veut dire que j'ai réellement, c'est les coliques. C'est les coliques. C'est les coliques. Là, c'est de la douleur. Voilà, c'est la douleur. Et le Dunstan Baby Language est valable, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à l'âge de 5 mois. Voilà, jusqu'à l'âge de 5 mois. Ça, il faut qu'on soit bien d'accord, c'est qu'à partir de 5 mois, après, il y a le babillement qui... Le babillement qui commence, le baba, maman, etc. Et ça fausse toutes les données. On peut utiliser ça. On commence à l'utiliser d'ailleurs en Europe. Et à un autre niveau, je l'ai instauré au niveau du programme de puriculture que j'assure aux mamans novices. Je vous rendrai la réponse quand j'atteindrai un panel de 100 bébés avec un retour des mamans. Je vous dirai si le bébé algérien répond à ça. Comme on est un peuple unique, donc automatiquement on aura des bébés uniques. Voilà. Exactement. Donc, alors, quels sont les besoins, on va dire la différence entre les besoins physiologiques et les plus fréquents chez bébé? Alors, quand est-ce qu'on doit intervenir? Vous voulez dire quand est-ce qu'on doit intervenir? Il y a le sang, les coliques, obligatoirement d'intervenir parce que l'enfant souffre. Et on ne peut pas se permettre de laisser un enfant souffrir. Et il faut savoir aussi que les coliques peuvent cacher derrière un problème organique, comme par exemple des allergies au lait de vache, qu'elles soient donc IgE-médiées ou ce qu'on appelle les CIPA, c'est carrément des intoxications chroniques aux protéines de lait de vache qui se manifestent par un syndrome digestif important, surtout les coliques. Il y a aussi les enfants stressés de nature parce que tout simplement allaiter au lait maternel avec une maman très stressée, il faut savoir que l'organisme de la mère sécrète une substance qui passe dans le lait maternel et qui a un effet excitant sur les bébés. Donc vous avez un enfant qui est agité, qui a du mal à dormir, qui est fatigué et qui automatiquement va réclamer. Il y a aussi tout ce qui est douleur extérieure. Il y a des enfants qui ont du mal, par exemple, surtout les garçons qui ne sont pas circoncis et qui ont ce qu'on appelle le petit phimosis, là, qui a du mal à pisser, donc il pousse et ça lui fait mal. Donc chaque miction, ça lui fait mal, donc il commence à pleurer. Là, quand est-ce que je dis aux mamans de venir voir le pédiatre? C'est lorsque ça dure dans le temps et qu'on n'arrive pas à trouver la position ou le comportement nécessaire pour calmer le bébé. Je leur dis de venir voir le pédiatre, comme ça on cherchera l'organicité. S'il n'y a rien du tout, on commencera à leur donner des conseils, comment se comporter avec l'enfant, certains portages, certains... Et vice-versa, si l'enfant ne pleure pas, je le redis encore une fois, s'il ne pleure pas,
Là, il y a un bébé calme, c'est un bébé qui pose problème. C'est vrai que on va dire systématiquement, on va dire j'ai un bébé qui est calme, voilà, qui est sage, elle est toute contente. Mon bébé est calme, il dort tout le temps, je me repose. Non, non, c'est pas bon signe. Non, c'est pas bon signe. S'il dort trop, c'est qu'il y a un problème et surtout un problème neurologique. Fréquemment, c'est l'hypothyroïdie qui entre dans le jeu. On a des enfants qui sont léthargiques, qui dorment tout le temps, et même l'ictère aussi. Quand on arrive à un certain stade où malheureusement on passe à l'ictère nucléaire, là vous avez des enfants qui carrément, comme je les appelle, couchés de soleil. D'accord. Ils ne sont plus là. Donc il faut faire attention aussi. On va juste rappeler le numéro de téléphone au 021 23 98 91. Donc vous pouvez nous appeler si vous avez eu cette expérience, que vous avez été désemparé de voir votre bébé qui pleure, ou si au contraire peut-être que vous aussi vous avez fait vous avez réussi à trouver, on va dire, tous ces petits sons qui réussi donc à les décrypter et vous gérez bien. Donc appelez-nous aussi pour nous dire, ça nous fera plaisir. Voilà. Donc il y a aussi en soirée, il y a aussi le pleurs du soir. Donc on appelle ça les pleurs de déchargement. Décharge, oui. Les pleurs de décharge. C'est un enfant, c'est un bébé généralement qui a du mal à dormir et assurer les 2 heures de temps fragmentés. Et il décharge pour avoir ce qu'on appelle l'endorphine. Donc décharge, c'est-à-dire qu'il va pleurer. Il va pleurer pour décharger le stress et en même temps et Dieu fait très bien les choses, pour avoir ce qu'on appelle l'hormone de l'endormissement. Donc après avoir beaucoup pleuré, il va systématiquement dormir. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de laisser. On me pose toujours la question. Absolument, c'est vrai qu'on hésite. Alors on a nos grands-mères. Nos grands-mères sont toujours derrière. Non, laisse-le pleurer. Laisse-le pleurer, il va avoir de bons poumons, il va avoir une bonne voix, etc. Oui. Et je vois de plus en plus de mamans jeunes qui me posent la question, est-ce que je dois le laisser pleurer ou pas? Non. Il y a ce qu'on appelle le système 5, 10, 15. Donc 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Il faut le laisser. C'est quoi exactement? Donc on laisse d'abord 5 minutes? 5 minutes pour voir. Est-ce que le cri s'intensifie ou au contraire il a tendance à diminuer? Là on dit que c'est un inconfort qui est en train de partir. 10 minutes là, on se déplace et on part voir le bébé. Qu'est-ce qu'il a? Peut-être qu'il est mal positionné, peut-être qu'il y a quelque chose qui le dérange, peut-être que réellement il a mal, il se tortille dans tous les sens. Et 15 minutes, là on intervient, on prend le bébé dans nos bras. Mais encore une fois, sans tomber dans le piège de ce que j'appelle le sein tétine. Voilà. Donc il y a des mamans, soit elle place la tétine, l'ennemi juré du pédiatre, cette fameuse tétine, d'accord, parce que non seulement c'est des gaz, c'est un cercle vicieux, tout ce qui est microbes et germes, etc., et ça déforme la mâchoire par la suite. Ok. Donc la maman qui allait au sein exclusivement, elle se dit, bon, peut-être qu'il a faim, je vais le placer. Donc on va systématiquement le mettre au sein. Le mettre au sein. Là, l'enfant se calme. Quand ce qu'il cherche, c'est la chaleur. D'accord. Et en même temps, comme il y a le réflexe de succion, il est en train de prendre un bol de lait. Lait. Donc il va tomber dans ce qu'on appelle la suralimentation. La suralimentation va donner des troubles digestifs, un type de colique, il va avoir mal, elle va le placer, et c'est un cercle vicieux qu'il faut interrompre. Je dis toujours aux mamans, s'il n'a pas faim, vous arrêtez de le mettre au sein. Parce que là, vous n'allez pas dormir, il ne va pas dormir, et vous allez créer un cercle vicieux qui perdure. Surtout avec le garçon. Le garçon, il faut savoir qu'on a du mal à arrêter l'allaitement exclusif avec le garçon, parce qu'il y a les réflexes oedipiens, et il reste. Et ça entretient un cercle vicieux, et la mère perd toute son autonomie, surtout la nuit. Oui, surtout la nuit, on va dire c'est là où les bébés sont le plus... Et c'est normal, voilà, c'est normal. On a entre 8 h jusqu'à 21 h, il y a certains enfants jusqu'à 23 h, pardon, il y a certains enfants qui font les pleurs de décharge la deuxième moitié de la nuit, ça c'est par malchance. Et il faut savoir aussi que chaque enfant a sa personnalité. Donc il y a des mamans qui me disent, voilà, mais j'ai eu 3 enfants, ils étaient calmes, celui-là, je ne sais pas ce qu'il a, etc. Chaque enfant est un individu à part entière avec sa personnalité et sa réponse aux stimuli. Il y a des enfants qui supportent la faim, il y a d'autres qui ne supportent même pas un bruit. Et là, on doit gérer chaque enfant à part entière. D'accord. Donc, comment les parents peuvent-ils distinguer un pleur, on va dire, normal de bébé, et à quel moment ils doivent, on va dire, ils doivent s'inquiéter? À quel moment on commence réellement à s'inquiéter? On commence à s'inquiéter avec le son guttural, à savoir le « ah » et le tortillement et les pleurs réellement incessants. On a beau le prendre dans ses bras, on a beau le caresser, on a beau le faire massage, on a beau même le mettre dans le siège auto et faire le tour de la ville. Oui.
l'enfant ne s'arrête pas et on ne trouve pas une raison. L'enfant est bien nourri, il a fait son rot, la couche est propre, mais pourquoi il pleure? Là, on doit le ramener chez le pédiatre pour chercher réellement ce qui est organique. Et généralement, et heureusement, c'est plus de 90%, c'est des coliques secondaires donc à la prise de lait. Voilà. D'accord. Donc, quels sont les problèmes courants donc, de santé qui peuvent être manifestés par des pleurs, on va dire, plus ou moins intenses? Si on parle de la catégorie 0 à 5 mois, oui. Tout ce qui fait mal va déclencher des pleurs. À savoir, donc on commence généralement, la plupart du temps, c'est l'appareil digestif. On dit, on le redit, c'est les coliques. C'est les coliques. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle, c'est le dongé, c'est l'invagination intestinale aiguë. Donc c'est un enfant qui, on va dire, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est un bébé qui est tout à fait calme, à partir de l'âge de 3 mois à peu près, un enfant qui est tout à fait calme et soudain, il déclenche une crise de pleurs, mais incessante et à faire descendre le plafond. Et hop, ça coïncide avec une émission de sel. Parfois, on trouve même des stries de sang. Là, il s'agit d'une urgence chirurgicale. Il faut rapidement emmener l'enfant pour ce qu'on appelle la désinvagination. Ça, c'est le dada des chirurgiens pédiatres. Je rassure les mamans aussi, c'est pas chaque coup de tonnerre, ça veut dire d'accord, voilà, non, il y a des signes. Si ça perdure au-delà d'1 heure ou 2 heures de temps, là, il faut l'emmener au niveau des urgences. Sinon, une otite fait mal, ok. La fièvre fait mal. Avoir froid aussi, il faut savoir qu'il y a la douleur barométrique du froid. Donc, si l'enfant n'est pas bien couvert ou au contraire, il est donc couvert, la chaleur aussi, c'est un inconfort, donc l'enfant va pleurer. Et le dernier cas, c'est les maux de tête. Il faut savoir que le bébé aussi... D'accord, voilà. Même les bébés peuvent avoir des maux de tête. Même les bébés peuvent avoir les maux de tête. Il faut aussi, on est tous passés par la grippe. Certains passent 3-4 fois par an par la grippe. Oui, il y en a certains plus que d'autres. Certains plus que d'autres. L'enfant aussi, le nouveau-né aussi, le nourrisson aussi, peut passer par la grippe ou la rhinopharyngite dans les prodromes sans les céphalées. Il a mal, il pleure. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc, en fait, quand on est face comme ça à un bébé qui pleure, on va dire, quels sont, on va dire, les gestes qu'on doit avoir et surtout ce qu'on ne doit pas faire? On va commencer par ce qu'on ne doit pas faire. Oui. Et malheureusement, on en voit de plus en plus. C'est le syndrome de bébé secoué. Oui. Ok. C'est vrai. Donc, on a des mamans à bout de nerfs. C'est généralement des mamans jeunes qui découvrent la maternité et qui découvrent les brouhahs de toute cette responsabilité, etc. Et elles ont du mal à faire face à ces pleurs. Donc, à un moment donné, elles lâchent prise, surtout s'il y a une prédisposition. Hein. Je vous rassure, il y a une prédisposition, il y a une puerpéralité, un syndrome de dépression ou le baby blues, comme on le vulgarise. Et là, la maman, tout simplement, elle commence à secouer son enfant. Mais tais-toi, laisse-moi dormir, mais tais-toi, j'ai mal à la tête, mais tais-toi. Et là, vous avez donc le syndrome du bébé secoué. C'est un enfant qui, par la suite, manifestera des signes neurologiques et même donc, des signes psychomoteurs. Ça, il faut avoir réellement la patience. Si réellement, et je dis ça aux mamans, si vous voyez que vous êtes trop énervé ou trop stressé, déléguez. Oui, voilà. chose que beaucoup de mamans ont du mal à faire. Papa, donc il peut prendre le relais. Si la maman est réellement stressée et si elle sent qu'elle est à bout de nerfs, vaut mieux qu'elle se retire, qu'elle laisse quelqu'un d'autre prendre le relais, le temps que la pression descende, pour qu'elle ne passe pas le pas et de faire quelque chose qu'elle regrettera plus tard. On va dire une tradition qu'on a toujours eue, on va dire en Algérie et même on va dire dans tout le Maghreb et même au-delà, hein, puisque ils avaient ça, c'était quand une maman accouche, elles ont les 40 jours de repos à la maison où il y a la maman qui vient ou la grande sœur, enfin un membre de la famille. Généralement chez nous, c'est la maman qui se déplace. Généralement, c'est toujours la maman qui se déplace chez ses parents, etc. Voilà. Donc, on va dire que c'est une façon de faire pour, on va dire, ne pas arriver jusqu'à cet extrême-là. Parce qu'on essaye de soulager la maman au maximum. Ça a des mauvais côtés aussi. Ça a des bons côtés dans le sens où, au contraire, quand il y a un adage américain qui dit il faut tout un village pour élever un enfant. Pour élever un enfant, absolument. Ok. Mais tout ce village aussi, ça a des inconvénients, à savoir
qu'à un moment ou à un autre, cette maman rentrera seule et elle sera jetée seule dans l'océan. Ok. Ouais, donc, une fois 40 jours sont passés, jusqu'à 5 mois, voilà les mois les plus difficiles. Votre forfait est terminé, rentrez et débrouillez-vous. Voilà. Ça aussi, ça risque de... C'est vrai. Donc, vaut mieux faire des trucs séquentiels, passer une semaine seule avec son enfant, passer une semaine accompagnée ou donner le relais carrément pour décharger un petit peu, encore une fois, la maman de ce stress, parce que je le redis encore une fois, maman stressée, bébé pleure, maman va bien, bébé dort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, l'intervention du père, c'est aussi très bien, parce que l'enfant va développer une relation avec ce deuxième parent, parce qu'il faut savoir que exclusivement le bébé ne voit et ne sent que sa mère les 3 premiers mois. D'ailleurs, il la reconnaît grâce à l'odorat et il est soulagé par la présence de sa mère et la chaleur, d'où le sein tétine. Par la suite, il y a le petit entourage immédiat, la grand-mère, les tantes, les oncles, etc. Mais comme je dis encore une fois, faire attention au retour de manivelle. Par la suite, si la maman est trop gâtée et qu'on lui sert le bébé sur un plateau, voilà, tu lui donnes le sein, on s'occupe du tout, du reste. Par la suite, le retour va être un petit retour à la réalité. Retour à la réalité peut être dur. Voilà. D'accord. Donc, pour ne pas rompre donc, le lien d'attachement, est-ce que, je vais vous poser une question, il y a eu plusieurs, on va dire, plusieurs avis au cours de ces dernières années. Donc, le cododo, oui, après, quelques années après, on nous dit non, et dizaines d'années plus tard, on nous dit non, c'est bien, c'est bénéfique. Donc, on ne sait pas réellement où se situer. Donc, en ce qui concerne, est-ce qu'on fait dormir de bébé avec maman ou de préférence le mettre voilà, à sa place. Je vais vous donner l'avis du pédiatre et de la maman. D'accord, ok, très bien. On est là, on est tout. L'expérience de la maman. Oui. Personnellement, dès le 1er mois, chambre à part, babyphone. D'accord. Ok, d'accord. Donc maximum 3 mois. Pour mes 2 enfants, c'était dès le 1er mois. Le deuxième, dès le 1er jour, son lit, sa chambre, babyphone. Il doit apprendre dès le départ à ne pas s'habituer à la présence. Ça ne veut pas dire que la maman n'est pas là. La maman, elle est là, elle écoute, elle peut accourir, en 2 secondes, elle est là. Mais il doit, dès le départ, prendre sa indépendance. Ça, c'est mon avis de maman, ce que j'ai expérimenté, que ça a donné de bons résultats. Mais là, c'est personnalité dépendante. Il y a certaines mamans qui ont, elles, besoin de la présence du bébé. Oui. Ok. Je pense que je fais partie de cette catégorie. Voilà. Il y en a celles qui ont donc la peur de la mort subite du nourrisson. Absolument. Donc elles passent leur nuit. D'ailleurs, je pose la question à un moment, elles répondent toujours oui. Alors, je lui dis, alors madame, vous vous réveillez toujours, est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il respire? Absolument. Oui, elle me dit toujours ça. Il faut savoir aussi qu'il y a des bénéfices. Il y a aussi beaucoup d'inconvénients pour le cododo, le risque d'étouffement. Okay. Une maman fatiguée, elle peut se retourner, elle peut étouffer son enfant. Et il y a un attachement freudien à la chose qui par la suite va poser un problème. L'enfant ne va pas prendre son autonomie et restera dans le lit conjugal et c'est très mauvais par la suite pour la vie du couple et même la vie de la mère telle qu'elle. Voilà. En ce qui concerne, donc vous disiez que les mamans ont un attachement un peu plus que d'autres, donc comme par exemple, je vous donne moi comme exemple, ça aurait été pour moi inconcevable donc de mettre mon bébé dans une autre chambre, dans un autre, on va dire, voilà, comme je vous l'ai dit, dans une autre chambre. Mais en fait, ça va plus loin puisque même maintenant que mes enfants sont grands, je ne rêverai jamais à dormir, par exemple, avec une porte fermée. Parce qu'en fait, il faut toujours que j'entende et que je sache qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est resté même... je vous rassure, c'est la même chose pour moi. D'accord. D'accord, je vous rassure. Même si j'ai fait chambre à part dès le départ, il faut que les portes soient toujours ouvertes et il faut que les 2 soient bien dans leur lit. Et juste à côté, je suis rassurée. Et je fais des rondes. Même s'ils sont grands maintenant, mais je fais toujours les rondes. Je vous rassure que ce soit la méthode A, que ce soit la méthode B, la résultante est la même. On reste une maman, on a toujours l'instinct maternel qui prime. Voilà. Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un d'anormal. D'accord, ça va. Voilà. C'est rassurant. Une maman poule peut-être, mais... Ouais, peut-être. Voilà. Donc, toujours, on va rester pour bercer les bébés. C'est vrai qu'à chaque fois, on avait toujours, comme je vous l'ai dit, donc nos grands-mères, nos belles-mères, nos mamans qui nous disent non, ne berce pas parce que si le bébé prend l'habitude, et il aura, on va dire, toujours ce besoin et après, bon, c'est les mamans qui en pâtissent. Toutes les mauvaises habitudes s'apprennent, on est en train de les apprendre et de les inculquer à notre enfant les 3 premiers mois de la vie. D'accord. Ok, la sucette, le portage, d'accord, le bercement, le cododo, tout ça, c'est les 3 premiers mois.
et c'est une éponge. D'accord? Donc, il apprend la chose. Bon courage pour enlever cette mauvaise habitude. Donc, il faut faire très, très attention. Il n'y a pas un mode d'emploi précis. Hein. Je vous dis encore une fois, c'est au feeling. Il y a certains mamans qui ont adopté une certaine rigueur. Et ça, c'est le premier enfant qui, comme je leur dis, c'est le rat d'expérience. Ah oui, c'est vrai, toujours l'aîné. Okay. Hein. D'accord, pas une souris, mais un rat, pour faire rire l'audience. Et par la suite, elle dit, ah, ça marche. Ça a marché avec le premier. Je vais l'appliquer sur le deuxième, sur le troisième, jusqu'à ce qu'arrive la brebis galeuse qui va casser tous les codes. Et là, c'est le désarroi pour la maman. Bah oui. Je dois changer tout mon comportement. Il y a aussi quelque chose que nous, les pédiatres, on a tendance maintenant à lutter contre, c'est le longeage. Oui, okay. Alors, nos grands-mères, avec tout le respect que je leur dois, moi-même et vous-même, vous avez été longés. Oui. On nous dit, voilà, c'est pour que l'enfant soit calme, ne se touche pas à la nuit avec ses bras, et comme ça, il va faire une nuit de sommeil. Il faut savoir aussi qu'il y a des effets secondaires très néfastes. Par exemple, un enfant qui a une luxation de la hanche et qui est passé inaperçu l'examen du nouveau-né, si on fait un longeage, ça va aggraver encore la situation. Et ça va aussi nous donner, et les études ont prouvé, il y a une étude allemande qui a été faite sur le peuple maghrébin, parce qu'on est les seuls à faire le longeage, surtout les Algériens, longeage complet, on avait des enfants et par la suite on avait des adultes très stressés parce qu'on commençait notre vie emprisonnés dans des langes. Absolument, donc voilà. Le longeage qui est le qmata. Très souvent, ouais, enfin, autrefois, tous les bébés qui nous systématiquement. En plus, bien serré, c'est ça? Bien serré. Ça devenait un petit, limite comme un petit... Juste de quoi respirer, voilà. Et le nourrissant, après un bon massage avec l'huile d'olive chaude, il ne pouvait même pas respirer. Voilà. Et ça, s'il n'y a pas de contre-indication physiologique, anatomique, il y a toujours une contre-indication par la suite. Le développement, c'est des enfants stressés. Nous-mêmes, on est stressés. Voilà. Donc, on va dire une habitude à... Une habitude, laissez-le libre. Voilà, laissez-le libre. Comme notre enfant va faire sa nuit, comme les enfants européens vont faire leur nuit et compagnie. Hein. Donc, le longeage en soi-même ne va pas ramener une valeur donc supplémentaire ou c'est un truc magique qui va systématiquement pousser l'enfant à dormir. C'est des... Comment dirais-je? C'est un mythe urbain. D'accord. Voilà. Un mythe urbain, voilà. Donc, à bien mettre dans nos esprits. Maintenant, comme on l'a dit, autrefois, ils avaient peur qu'ils se griffent le visage, alors que maintenant, en fait, tout est... On peut mettre des gants. Mettre les gants. Des petites mules comme ça. Absolument. Pour couvrir un bébé, donc on sait que les 5 premiers mois, on ne sait pas très souvent, on ne sait pas vraiment est-ce qu'il a froid, on a toujours peur qu'il ait froid ou qu'il est trop chaud. Pour dormir, qu'est-ce que vous privilégierez? Pour l'immunité de l'enfant, privilégiez le froid. Vous allez trouver ça bizarre, mais... Donc, ne pas surchauffer les pièces. Voilà, il y a un proverbe de nos grands-mères, si je peux le dire en arabe. Oui, bien sûr. Donc, zarrig ou la tarrig. Et c'est ce que je dis à toutes mes mamans. D'accord. Donc, zarrig, ça veut dire, vaut mieux qu'il ait froid que tarrig qu'il ait chaud. Parce que s'il a chaud, il va, donc, automatiquement, il va suer. Cette sueur va refroidir et ça va donner des infections bronchopulmonaires. D'accord. Plus on habitue notre corps, et c'est valable pour nous aussi les adultes, hein, et on voit très bien ça chez les pays nordiques, les enfants, dès le premier âge, dès les premiers pas, hop, on les jette dans la neige. Dans la neige avec maman. Les Russes, c'est carrément dans le bain froid, chaud, froid, et ça renforce l'immunité, et toutes les études ont prouvé ça. Donc, favoriser le froid, à faire habituer votre enfant au froid, faire habituer votre enfant aussi au changement brusque de température, donc du chaud vers le froid, du froid vers le chaud. Le problème de toutes les mamans qui refusent de donner le bain chaque soir parce que sous prétexte on a froid, il a froid, la maison n'est pas très chauffée, etc. Mais non, au contraire, dès les premières semaines, si votre enfant s'habitue non seulement à avoir un bain chaque soir, merci, le relâchement musculaire, il va avoir une douce nuit et vous pareil, mais en plus vous êtes en train de renforcer son immunité. Il va faire quoi? Une petite rhinopharyngite 1-2 fois, même une bronchiolite légère et par la suite il va acquérir une immunité durable. Donc on a dit pour de dodo de la nuit, privilégier une pièce plus ou moins à température... Température ambiante, même aussi pas l'insonoriser. Au contraire, il faut qu'il s'habitue qu'il y a du monde autour de lui. Il y a certaines mamans qui ferment la porte, qui ne parlent pas, etc. Et ça donne des bébés et des enfants précieux.
Et ça pose problème par ça la pose suite. problème, oui, c'est Voilà. vrai. C'est vrai. Faire très Par la attention. suite. On croit bien faire, mais par la suite, les conséquences viendront à moyen et à long terme. Donc, ne pas essayer de les habiller convenablement et de ne pas les couvrir. Par exemple, pour l'histoire de la couverture, de la couette, est-ce qu'il vaut mieux couvrir un nouveau-né ou bien l'habiller seulement? Il y a j'ai perdu leur... Oh, voilà, la barboteuse. La barboteuse, voilà. Merci Bah, Ferida, voilà, elle s'en merci. souvient bien, elle. La barboteuse, c'est excellent. Oui. Là, c'est la maman et la pédiatre qui parlent. C'est excellent. Et choisir l'épaisseur selon la température ambiante à la maison. Rien ne nous empêche d'acheter à 250 dinars un thermomètre, le placer, avoir une idée sur la température ambiante qui ne doit pas dépasser les 25 degrés parce que là, ça va faire trop chaud. Et choisir l'épaisseur de la barboteuse en fonction. Et surtout, surtout, ne pas faire un millefeuille de couverture. Oui. Et de vêtements. Il y a un danger à ça. Beaucoup, beaucoup. Il peut s'étouffer avec, ok. Et aussi, c'est très mauvais pour la respiration parce que la peau elle a besoin de respirer. L'enfant a besoin de respirer aussi. Si la maman s'amuse à mettre 3 bodys de corps avec, par exemple, une grenouillère en daim et par la suite une veste et là la barboteuse et ça. C'est un four, on va avoir un cake au matin. Voilà, exactement. Non, apprenez. Et si l'enfant, et ça c'est très important, si l'enfant jette la couverture, ça veut dire que qu'il a chaud. Qu'il a chaud. Ça veut dire qu'il a un hypermétabolisme et on doit respecter ça. On doit respecter la nature de son corps. D'accord. Donc en fait, il y a des bébés qui sont plus frileux que d'autres. Oui, il y a des êtres humains qui sont plus frileux. Oui, c'est vrai. Bon, c'est vrai que nous les adultes, on sait très bien qui est frileux et qui ne l'est pas, mais on ne s'imagine pas qu'un bébé soit... Oui, je dis à la maman, c'est pas parce que vous avez froid que votre enfant a systématiquement la même sensation que vous. D'accord. Si votre enfant, et ça perdure, des mamans, elles viennent me dire, voilà, il se jette par terre, il cherche le froid. Ben oui, parce que votre enfant, encore une fois, a un hypermétabolisme, son corps dégage de la chaleur. De la chaleur. Donc systématiquement, on cherche le froid. S'il fait ça, s'il a une hypersudation, respectez ça. Ne le couvrez pas beaucoup. Parce qu'il n'a pas besoin de toutes ces couvertures. Et en même temps aussi, le danger de beaucoup découvrir, c'est l'étouffement. Ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, parce que l'enfant bouge. On en voit et les générations changent. Hein. Je vois de plus en plus de bébés, et surtout les filles. Hein. Les filles, elles sont toujours en avance. À 3 mois, la petite, elle commence à bouger, elle commence un petit peu à tirer sur la tête, à tirer les objets, à tirer les choses, etc. Et il y a un danger parce qu'elle peut s'étouffer ou l'enfant peut s'étouffer avec sa couverture. D'accord. Donc, on a dit bien soigner la chambre de bébé, température, pas chauffée, pas surchauffée. Pas de bruit. Pas trop de bruit aussi. Il y a des enfants qui s'habituent au son de la télé, au son de la musique, etc. Là aussi, il ne faut pas tomber dans l'excès. D'accord. Ok. Donc, il y a, comme on dit en langue arabe, Sha'arat Muawiya. Voilà. Donc, ne pas tirer trop, ne pas être maman dada, ne pas être un Hitler à la maison. Et surtout les habituer déjà, on va dire, dès leurs premières heures, premiers jours, à essayer de leur donner, on va dire, le sens de la journée, de la nuit, un petit peu leur ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ah d'accord. Donc je me cassais la tête pour rien. J'ouvrais les fenêtres, je mettais du soleil dans la chambre. Non, ça marche d'accord. pas. Chaque enfant fera sa nuit lorsqu'il décidera. Absolument. Okay. Je suis d'accord avec vous parce qu'en fait, mon aînée était une enfant, je l'appelais même la chauve-souris parce qu'en fait, elle dormait pas la nuit. Oui. Arrivée le soir, elle était en forme. Et c'est des enfants très intelligents. D'accord. Ouais. Ça va, je lui dirai, ça lui fera plaisir. Ils sont en train de apprendre. Voilà. Moi, je les appelle les enfants hiboux. Oui. Ok. Voilà. Ils passent leur temps, surtout la nuit, à regarder, ils sont silencieux dans leur coin. Et par la suite, ça va donner des enfants très curieux et très, très intelligents. D'accord. Okay. Très bien. Ah ben, voilà. Je vous rassure. Ah, génial. Ça fait plaisir. Donc, un dernier conseil pour les parents, puisqu'il nous reste une petite minute avant la fin de notre émission. Si j'ai à donner un conseil aux mamans, profitez de vos bébés. Voilà. C'est des instants magiques qui passent malheureusement trop rapidement et qu'on regrette par la suite dès que le bébé commence à marcher. Et les bêtises commencent. Voilà. Profitez, il n'y a pas de code secret, il n'y a pas un code à suivre pour être une maman parfaite. Il faut juste suivre son instinct et laisser les choses évoluer telles qu'elles sont. Voilà, donc de ne pas chercher la perfection, c'est du tout. La perfection n'existe pas. N'essayez pas d'être une maman parfaite, essayez juste d'être une maman présente. Présente et aimante. Voilà, votre enfant vous aimera tel que vous êtes. C'est le seul être qui vous aimera gratuitement
avec vos défauts, parce que tout simplement, il vous voit le centre de sa terre et vous êtes la personne la plus parfaite, la plus belle, la plus magnifique dans ses yeux. Super. Donc, ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci beaucoup, Sarah. Alors, attendez que j'écorche pas votre nom, Sarah Djirafi. Merci beaucoup. Je me rappelle encore qu'elle est venue de Constantine hier. Elle a pris la route. Merci encore, vraiment, d'être venue, d'avoir. J'espère avoir été bénéfique à votre audience. Oui, vous avez éclairé notre lanterne. Et même moi aussi, j'avais des espèces de lacunes. Bon, ça va, j'ai fait une petite mise à jour grâce à vous. Merci encore d'avoir été parmi nous. Quant à vous, je vous dis merci de nous avoir suivis. Donc, restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Je vous dis à lundi, Inch'Allah. Et bonne fin de journée. Merci et au revoir.